Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Les caméras, c'était un outil d'enregistrement, de captation de la singularité du monde, des gens, et c'est devenu un outil de surveillance, de contrôle, d'uniformisation. Et hop! Oui, c'est bien donc un appartement, des acteurs, un message. Je préfère faire un film sur quelqu'un qui imite Jésus que sur Jésus, par exemple. Il y a un truc démiurgique un peu étrange à faire un film où... Nord-Ouest, Belgrade, Italie demain soir, et après l'Italie. Mais l'Italie, c'est la Bretagne. Si on prend la vie comme une chose très amusante, évidemment, alors en avant pour l'amour, mais alors avec toute sa vulgarité, je n'aime pas ce qui est commun, ce qui est vulgaire. Je veux dire qu'une prison est une chose distinguée, parce que l'homme y souffre, n'est-ce pas? Tandis que la fête à Neuilly est une chose très vulgaire, parce que l'homme s'y réjouit. C'est ainsi la condition humaine. Alors, c'est un peu la chansonnette. Encore une autre, donne-nous encore une, hein, dis donc, je t'en prie. Ah, encore une, ah, j'en veux une, ah, une bonne. Bon, ça, c'est de la connerie. Je suis raffiné, mettons, je suis raffiné. Mais c'est tout, mais on m'accable parce que je suis raffiné. Mon Dieu, qu'on me tue, n'est-ce pas? Si dans un élevage, on tue des bêtes raffinées, évidemment, c'est un élevage très spécial, n'est-ce pas? C'est à peu ce qui se passe. La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Ce qui est fait gratuite, sans gratuite. Et plus de gratuite. Bonjour et bienvenue dans Un cours en dit long, une émission sur Canal B à diffusion irrégulière consacrée au court-métrage breton. Donc le principe il est simple, on invite des cinéastes de fiction, de documentaires, d'animation à venir parler du court-métrage, de leurs pratiques et de la manière dont les films se fabriquent, et aussi du travail d'autres cinéastes de leur choix. Donc à mes côtés, Antonin Moreau. Bonjour. Bonjour Antonin. Et Léo Dazin. Bonjour Lumna. Salut Léo. Et moi-même, donc Lumna Botan. Donc l'émission d'aujourd'hui, elle se fait en partenariat avec Film en Bretagne, l'Union des professionnels. Et au mois de février, le Festival de cinéma Travelling à Rennes a consacré tout un focus à la société de production Stank, qui est basée à Brest, au sein de laquelle notre invité du jour évolue, Vincent Leport. Bonjour Vincent. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Donc on a profité du festival pour t'interviewer. Avant de te poser des questions, je vais resituer un peu ton parcours. Donc, tu es auteur-réalisateur de fiction, de films expérimentaux et de documentaires. Tu es diplômé de la FEMIS en réalisation. Et en 2012, tu cofondes Stank, donc un collectif d'auteurs-réalisateurs bretons, aux côtés de Roy Arida, Louis Tardivier et Pierre-Emmanuel Hurquin, qu'on recevra aussi dans Un cours en dit long. Et donc, c'est dans cette structure que tu développes et tu réalises tes films. Donc, j'en oublie sûrement, mais il y a 3 documentaires, 5 courts-métrages de fiction, dont Le Gouffre, qui a obtenu le prix Jean Vigo en 2016, 2 films expérimentaux, et ton dernier long-métrage, Bruno Rédal, qui sort en salle le 23 mars 2022. Voilà. Et tu produis aussi les films des autres membres de Stank et tu as différentes casquettes sur les films. Tu peux être producteur, parfois script, etc. Et donc je vais laisser la parole à Léo qui voulait réagir sur le premier extrait qu'on a passé, donc un extrait de ton premier film qui s'appelle Minotaur Mein Führer. Oui, merci Lumna. Alors avant de réagir sur l'extrait du Minotaur, j'avais envie de préciser ma joie et mon contentement de vous recevoir ici, toi et Pierre-Emmanuel, au sens où vous êtes pour moi un peu les 2 copains imaginaires du cinéma breton que j'ai maintenant depuis une dizaine d'années, dans le sens où je fréquente vos films, notamment via le Festival du film de l'Ouest, donc depuis une dizaine d'années, et je me disais qu'à tous les deux, au sein d'une même société, vous représentiez un petit peu une forme de mon idéal de cinéma, puisque d'un côté on aurait donc, et je parle de façon synthétique et grossière, mais une prétention envers un cinéma populaire que pourrait représenter Pierre-Emmanuel via certains de ses films, et d'un autre côté il y aurait toi où ton cinéma discuterait de façon un petit peu plus
frontale avec une histoire des arts, quels que soient les arts, la littérature, le cinéma, etc. Donc on aurait d'un côté une prétention en populaire et d'un autre côté une prétention d'esthète. Donc pour revenir maintenant un petit peu plus dans le dur et dans l'extrait qui a été présenté au début et un extrait qui cite Céline. Et ben déjà j'ai découvert donc il y a 3 jours pendant Travelling ton premier long métrage Bruno Reidal. Et le film m'a un petit peu posé question parce que j'avais du mal d'après mes souvenirs de spectateur vis-à-vis de tous tes cours, j'avais du mal à rapprocher Reidal de tes préoccupations, ou du moins des préoccupations dont je me souvenais via tes films. Je pense notamment au Gouffre ou au Légendaire. Et c'est en me remettant le nez dans l'entièreté de ta filmographie, et notamment via donc ton premier film, que j'ai commencé à faire des liens et à trouver ou à interpréter une espèce de matrice, une espèce d'origine, de préoccupation originelle. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas moi c'est celle-là que j'ai interprétée à la plupart de ta filmographie. Donc revenons à Céline maintenant. C'est que donc dans ton premier film Minotaure, tu fais parler longuement Céline au début de ton film, et qui s'intéresse à Céline s'intéresse nécessairement à une forme de mystère, à une forme de paradoxe, en ce sens où Céline, on va dire que c'est quelqu'un qui a à peu près tout misé sur une forme de manufacture du style, et que ce style, cette force du style, dépasse le bien et le mal. Et c'est dans cette préoccupation notamment de la force de son déploiement, de sa mise en scène, que je me suis mis à essayer de comprendre une forme de fil qui parcourrait à peu près tous tes films. En ce sens que Bruno Reidal m'a fait penser à un autre film que j'apprécie, qui est donc le premier Halloween de Rob Zombie, où on a 2 personnages principaux qui sont mis dans un contexte social pauvre, dans un contexte violent, et à aucun moment ces contextes ne vont donner une explication vis-à-vis de leur pulsion de mort. Bruno Reidal serait un peu le Michael Myers français du coin, du Cantal, ouais, c'est ça. Et donc d'une certaine façon, c'est-à-dire que leur force à eux est nue, quelles que soient les explications qu'on veut bien trouver. D'ailleurs, il n'y a pas d'explication sans doute à trouver sur leur pulsion. Ce qui donc me fait penser aussi à Céline, et ce qui m'a fait aussi penser à une référence que tu cites assez ouvertement, qui est celle de Herzog, qui régulièrement aussi mettait en scène des personnages qui, dans un contexte à la fois hystérique et historique, se retrouver nus, sans idéologie, sans croyance, mais qu'à un moment donné, la seule chose qui compte, c'est faire acte de leur puissance, acte de leur force. Donc on peut penser bien sûr au film qu'il a fait avec Klaus Kinski. Donc j'avais un petit peu deux questions ouvertes pour commencer ce travail d'analyse de ta filmographie. Ce serait, est-ce que tu te reconnais dans les filiations que je décris là, entre Céline, Herzog, la question de la force, qu'elle soit d'origine humaine, mais aussi d'origine terrestre. Tu es quelqu'un qui t'intéresse énormément aux éléments, par exemple, comme Herzog aussi. Et est-ce que cette question de la force, ces questionnements autour de ses origines seraient une forme de semis dans ton travail, une matrice? Moi je pense que mes personnages sont un peu plus ratés que ceux de Herzog, qui sont pas non plus des modèles de réussite, mais ils ont un truc un peu moins grandiose, quoi. Ils ont pas ce truc de Fitzcarraldo qui quand même fait passer au final son bateau par-dessus la montagne, quoi. Moi je pense qu'au milieu les cordons se seraient rompus et tout le monde serait mort, quoi. Et en fait je repense à l'origine, mon premier film que j'assume comme étant mon premier film, donc qui s'appelle Minotaur Mindflower, qui est donc sous un peu le patronage de Céline, et je me rappelle que ce titre avait deux origines.
Une des origines, c'est que Céline, je crois que c'est dans Le Voyage ou Mort à crédit, compare le cinéma à un Minotaure des antres. Donc il faisait une sorte de parallèle, mais plus poétique. Il n'y avait pas forcément de sens derrière, mais sur ce monstre qui dévore les gens et qui les fascine. Et j'aimais bien cette analogie cinéma et Minotaure. Et je me suis rappelé qu'en fait, un des textes qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'est La demeure d'Astérion de Borges, qui est en gros une sorte de récit du Minotaure. Le Minotaure parle à la première personne, et c'est un court récit de 5 pages, quoi. Et on se prend d'empathie pour le Minotaure qui exprime sa solitude et à quel point il n'a pas le choix que de tuer ces 9 jeunes hommes et jeunes filles tous les ans, enfin je ne me rappelle plus, mais il y avait un truc comme ça d'un coup on est en empathie avec celui normalement qui est la figure honteuse, honnie, monstrueuse, et ça se retrouve pas dans tous mes films, et je sais que j'ai un versant sur une sorte de, pas de fascination, mais juste un moment, quand je lis Céline, juste je suis ému, touché, je sais pas, ça me bouleverse profondément. Et je me dis, je veux faire un film là-dessus. Et puis bon, forcément, il y a des gens qui disent, oui, mais Céline, quand même, antisémite, collabo et tout. Et certes, mais sauf que il y a quelque chose qui est plus fort que ça, comme avec Bruno Redal, qui décapite un enfant de 12 ans et qui a aucun remords pour ce qu'il a fait. Sauf que ce gamin, dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il était, il me touche. Et à un moment, j'essaye de faire des films, voilà, sur ce truc bizarre, d'être en empathie avec ce qu'on pourrait dire des monstres, hein. Enfin, c'est comme folie, monstre, c'est pas des gros mots en soi. Et en entendant, excuse-moi, je t'interromps, mais en entendant parler, ça me rappelle qu'avec Lumna, on préparait l'émission hier soir, et Lumna, pour elle, lorsqu'elle a regardé le premier Minotaur Mindfuhrer, c'est moins Céline qui l'a tout de suite marqué que la Minotaur en tant que figure de monstre. Lumna, si tu veux. Et qu'on retrouve d'ailleurs il me semble, dans un plan des Légendaires, si je me trompe pas, où t'as un moment un plan sur un troupeau de vaches, et puis d'un coup un gros plan sur une tête de taureau comme ça. Et du coup, je trouve que ça m'a fait penser à la figure du Minotaure qui revient. Et au gouffre. Et aussi, au gouffre. Ce souterrain dans lequel on rentre. Jamais pensé. Oui, c'est un truc. Alors, par exemple, sur les Légendaires, j'ai jamais fait l'analogie entre ce plan mais voilà, il y a peut-être des choses souterraines comme ça qui creuse un sillon, mais en fait aussi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est Céline, comme Bruno Redal et tout, ils jouent un peu, ou même dans un autre film que j'avais fait, un court-métrage Finisterae, il y a un petit truc sur des gens qui jouent aux martyrs, et ce qui est intéressant parce qu'en fait il y a le côté martyr, donc on peut être en empathie, avoir de la pitié, un rapport avec... Mais en même temps, il y a ce jeu, donc il y a ce faux, il y a cette imitation, cette fabrication, il y a cette ambivalence, du coup, je préfère faire un film sur quelqu'un qui imite Jésus que sur Jésus, par exemple. Je crois ça plus fort, ça m'intéresse plus, parce qu'il y a un trouble un peu plus, quoi. C'est moins direct, moins plat, quoi. Et puis du coup, voilà, pour le spectateur, je trouve ça un peu plus engageant d'avoir des personnages qui... C'est à nous un peu d'avoir notre point de vue sur eux, quoi. Ils se donnent pas d'eux-mêmes. Enfin si, ils se donnent d'eux-mêmes, mais ce qu'ils donnent à voir et à plusieurs facettes, quoi. Et donc dans ton cinéma aussi, il y a une espèce tu navigues aussi beaucoup entre les genres, donc tu fais de l'expérimental, du documentaire, de la fiction, donc dans toute ta filmographie, tu navigues un peu entre tout ça. Et même au sein d'un même film, par exemple dans le documentaire, tu peux faire appel un peu à l'expé, ou même Bruno Redal, il est basé aussi sur un journal, sur des faits réels, quoi. Donc tu navigues même au sein d'un même film à travers tout ça. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette navigation ? Ça va, c'est pas du tout en soi, c'est pas vraiment réfléchi, c'est vraiment film par film. Il y a je saurais pas comment dire. Je crois que je suis assez hanté quand même par le cinéma, par des films que j'ai vus, que j'aime et tout, et j'ai juste des désirs de raconter des histoires, de filmer certaines personnes, certains lieux, et aussi l'envie, des fois pas de m'inscrire, mais de
des fois, c'est juste tout simplement de répéter des gestes de cinéma que j'ai vus et qui m'ont plu, et un peu comme je pense des comédiens de théâtre ou des metteurs en scène de théâtre qui voudraient refaire Shakespeare alors que ça a déjà été fait 1000 fois, mais qui trouveraient leur plaisir. Et genre, mon dernier film est peut-être le plus frontal sur cette question, c'est vraiment un remake, quoi. J'ai fait un court-métrage qui est un remake, pas plan par plan, mais... Donc c'est La Marche de Paris à Brest. La Marche de Paris à Brest, qui reprend un film allemand de 1927 qui s'appelait La Marche de Munich à Berlin. Et alors, là, c'est plus pour le rapport à s'inscrire dans une histoire du cinéma qui me touche. Et j'aime autant des documentaires que des films expérimentaux, que des films. Un jour, j'aimerais bien faire un film d'animation. J'aimerais bien faire un film pour enfants, par exemple. J'aimerais bien faire peut-être un film porno. Enfin, je sais pas. Il y a un truc comme ça où j'aimerais bien toucher à un peu tous les genres pour je sais pas, pour pas m'ennuyer aussi, peut-être. Des fois, j'aimerais pas rentrer dans une routine, et que ce soit de tournage, de rapport au spectateur, de moyens de production aussi. Et après, le truc, c'est que quand je fais des documentaires, j'ai quand même tendance à étendre vers la fiction, comme tu dis. Et quand je fais des fictions, j'aime bien quand il y a souvent une base un peu historique. J'aime bien les films historiques, par exemple. J'aime bien quand il y a un petit truc du passé qui fait genre ça a eu lieu, c'est pas que de l'imaginaire, quoi. Et dans cette tension-là, après, tu reviennes un petit peu sur cette notion, ce que tu disais, le truc qui me fait beaucoup rire, genre dans mon film, si jamais je refaisais à Fitzcarraldo, moi les câbles ils auraient lâché et tout le monde serait mort et tout ça, et au-delà de cette blague-là, il y a un peu, ça rejoint un peu ce que tu disais sur genre ce côté, on a un peu évoqué ce rapport un peu au mythe, à des grandes figures, le Minotaure, mais en fait dans l'exécution tu vas employer ces figures-là, mais dans l'exécution, effectivement, on va être à 1000 lieues d'une mise en scène, on va dire ultra spectaculaire, qui voudrait faire adhérer totalement par l'image simplement à cette figure-là. Tu es plutôt dans une sorte, tu l'as dit un petit peu, mais explorer une sorte on va dire d'écart qu'il va y avoir entre le mythe que tu vas réussir à faire ressentir et dans l'exécution où on va être dans quelque chose de plus plus low-fi, ou en tout cas plus pauvre, je veux dire au sens noble, hein. Et par exemple dans Le Gouffre, c'est un petit peu ça, quoi. Effectivement, on est presque dans une sorte de labyrinthe du Minotaure, encore une fois, avec une créature, mais avec mais dans un ancrage, on va dire, dans un territoire donné et compagnie. Même si on a le noir et blanc, on sent que voilà, c'est dans un camping. C'est presque une façon de se mettre des bâtons dans les roues. Et encore une fois, je le dis au sens noble, c'est-à-dire on est dans le mythe, mais par contre, on va filmer un camping dans le Finistère ou ailleurs, voilà, pour le faire. Pourquoi tu crois que tu vas mettre par exemple ça dans un camping? Tu vas te dire ça va mettre encore plus de force dans le récit un peu mythologique ou le fantastique, ou au contraire ça serait autre chose? Est-ce que c'est conscient de ta part, ça? En effet, je pense que confronter du mythe ou du mythe avec du banal renforce les deux, peut-être, et c'est le cas, voilà, de mettre une histoire un peu de Minotaure, mais dans un camping dans le Finistère hors saison. Après, c'est un truc très classique. Là, par la peine, pour le goût, c'est une sorte de lieu commun du fantastique, quoi, de partir de quelque chose d'assez réaliste, assez quotidien, et puis de l'amener vers autre chose. Mais je sais qu'en fait, c'est plus dans d'autres films où ce que tu dis me semble plus assumé. C'est peut-être notamment le Dieu et le raté, un long métrage là que j'ai fait à côté de Rennes, à Saint-Grégoire, en 2015, enfin un film sauvage que personne n'a vu, mais où en gros il y avait une sorte de réactualisation de Diogène, on va dire, mélange de Diogène et de Jésus, mais sur un rond-point dans une zone commerciale entre un Leclerc et un Speedy. Et je trouvais que aussi pour que remettre en valeur ces mythes, quoi, ces paroles, le mythe du Minotaure, ou la parole de Jésus, ou de Diogène, faut peut-être pas les mettre dans une église ou dans un monde médiéval, mais les mettre aujourd'hui de les inscrire dans un truc où ils devraient pas être là, en fait. Ce qui fait que aussi on se dit que notre monde, dans notre monde, il y a du passé, et puis il y a des choses qui sont là, souterraines, et qui peuvent émerger. Et ouais.
Mais après, j'aime bien aussi. Et après, il y a aussi beaucoup de choses. Il faut se dire qu'on filme des choses qu'on aime filmer. Et genre, quand je fais Bruno Redal, j'ai envie de filmer une ferme du Cantal de 1900. J'aime ces choses un peu prosaïques, quoi. Quand je fais Dieu le raté, j'aime bien filmer malgré tout ces zones commerciales et hideuses là. Mais j'ai une petite appétence pour ces trucs. Ouais. Tu dis dans une interview, je crois, autour du gouffre, que tu pars souvent d'abord d'un lieu et d'un personnage et que l'histoire elle vient après. Ça c'est vrai, mais à vrai des fois on dit des trucs et on se dit mais pourquoi j'ai dit ça. mais en vrai c'est quand même pas complètement faux parce qu'il y a beaucoup de choses quand même où j'ai ce que raconte l'histoire, je me dis, parce qu'en fait il y a un truc tout con, c'est que si on a une bonne personne à filmer, là plutôt dans le versant documentaire, ou un bon personnage pour la version fiction, de lui-même forcément il créera de la fiction, donc l'histoire qu'il y a après est un peu secondaire, et surtout il amène avec lui une sorte de psychologie. Je fais pas un cinéma extrêmement psychologisant, mais il y a une assise, il y a un truc où malgré tout un film on voit des personnes, globalement la plupart des films, pas tous mais la plupart, on suit des personnes pendant 10 minutes, 30 minutes, 1h30, 3 heures, et il faut que ces personnes soient intéressantes à regarder, quoi, au-delà du comédien, mais le personnage. Donc avant d'avoir des super histoires en 5 actes avec plein d'événements, si j'ai une personne intéressante, elle peut ne pas faire grand chose et pendant 1h30 on s'ennuie pas. Donc ouais, la personne et le lieu, ouais, parce que comme tu disais, je fais pas des grandes fresques avec des plans larges, mais on sent quand même le décor, c'est pas du décor justement, on sent l'environnement. Il y a un truc que je pourrais pas filmer, mais filme n'importe où, et souvent quand j'ai beaucoup de collègues qui font du cinéma. Quand ils font des courts-métrages, ils déposent leur dossier un peu dans toutes les régions de France parce que leurs films sont peuvent se tourner un peu n'importe où. Et je les critique pas, je sais qu'il y a chacun fonctionne différemment. Moi, j'aurais du mal à faire ça. Souvent, quand j'écris un projet, c'est pour un lieu en particulier, qui est aussi important que le reste, quoi. Je propose qu'on écoute un deuxième extrait. Donc un extrait du gouffre. Là-dessous, j'ai vu quelqu'un. Quand j'étais jeune, plus jeune que toi encore, une fille est née dans le village. Elle avait une maladie rare, avec un nom latin, j'ai oublié le nom. Elle ne pouvait pas sortir le jour. Sa peau ne supportait pas la lumière du soleil. Un jour, en plein été, la petite est sortie de chez elle. Je l'ai vue une fois, après, une seule fois. Je m'en souviens encore, c'était horrible. Et peu de temps après, elle est morte. Mais le bruit courait, comme quoi ses parents l'auraient enfermée dans le souterrain. Donc nous venons d'entendre un extrait du gouffre, notamment un petit peu de sa fin. Tu parlais à l'instant de ton intérêt pour les décors et notamment de ton intérêt pour les personnes avant même d'une certaine façon de commencer à écrire la structure de ton scénario. Et est-ce que j'ai bien compris si ça veut dire que avant d'écrire, tu as donc déjà choisi tes comédiens, donc tu connais déjà tes physiques de personnages et donc aussi les voix, c'est-à-dire que le physique autant que les voix serait la plastique première de tes films. Là, dans l'extrait, c'est assez probant. Ce type a une voix. Dès qu'il pose un mot, il pourrait nous parler de la casserole qui vient de casser. On écouterait cette histoire de casserole cassée avec plaisir, quoi. Est-ce que ça fait partie de tes envies premières, c'est-à-dire les physiques, les voix? Je crois, ouais. Souvent, j'aime bien faire des castings de voix. Enfin, après, ça suffit pas, mais typiquement sur le gouffre, la voix de Zoé Kovec qui joue le rôle principal, de Émilien Tessier, de Rassan El Hakim, de Xavier Tanguy, lui qui a un petit cheveu sur la langue. Il y a tout un truc comme ça, une constellation de voix
assez singulière et qui crée un tout homogène un peu. Et oui, je me rends compte en fait de la plupart de mes films. Alors des fois, non, des fois en fait, souvent, une fois que ça arrive, c'est une évidence. Mais quand j'écris, j'ai pas forcément de personnage en tête. Quand j'ai commencé à écrire Le Gouffre, par exemple, la gardienne de camping était un gardien de camping. Et c'est un moment, j'écrivais, j'ai tourné la tête et j'ai regardé Zoé Kovec, qui est ma compagne. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi toujours écrire pour des acteurs hypothétiques et pas pour des amis proches? Et en fait, dans Le Gouffre, alors Émilien, je l'ai rencontré, celui qui fait la voix là dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Lui, c'est un comédien que je connaissais pas, mais tous les autres, j'ai écrit un peu pour des gens que je connaissais aussi. Pour Duel raté, c'est un ami qui est pas comédien qui joue dans le film. Pour je sais plus trop pour les autres films, mais il y a plein d'autres films aussi où en fait, non, j'écris. Je pense par exemple à Grand Guignol, qui est interprété par Luc Moulet, qui est un réalisateur assez connu. Ça pourrait aller de soi que le film était presque écrit pour lui, alors que pas du tout. Je le connaissais même pas en fait quand j'ai fait le film. C'est quelqu'un qui m'a dit tu devrais proposer ça à Luc Moulet, ça pourrait correspondre. Donc non, ça dépend des films aussi. Il y a pas vraiment de. Et sur Bruno Redal, le dernier film, par exemple, ce qui était intéressant, c'est que j'avais des photos du vrai Bruno et je cherchais un peu quelqu'un qui pouvait lui ressembler. Alors que pour d'autres personnages de Bruno Redal, vu que c'est un fait historique, j'ai des photos et là, ça m'intéressait pas de me baser sur la photo pour trouver le comédien. Mais pour Bruno, je tenais une sorte de... Enfin, en fait, ça m'intéressait. En gros, je voulais que le personnage ressemble à ça parce que ça disait quelque chose. Alors que dans Bruno Redal, il y a des rôles de médecins qui ressemblent à Philippe Noiret ou à Fabrice Lucchini ou à Jean-Luc Vincent qui joue le rôle, peu importe en fait, ça ne disait pas grand-chose du personnage. Alors que Dimitri, Bruno Redal, le fait qu'il soit petit, maigre, avec les épaules tombantes et tout ça, c'était important, donc il fallait que je trouve quelqu'un comme ça. Et ensuite, sur les voix, Bruno Redal, typiquement, j'ai fait un casting de voix parce que c'est un film d'époque, et je trouve que l'époque passe énormément par le choix des voix. Sans forcément parler d'accent et tout, mais juste de timbre, de rugosité ou de non-rugosité. Du coup, Bruno Redal, j'ai fait un gros casting de voix pour tous les seconds rôles, pour différencier les strates sociales aussi, c'est important. Casting de voix, ça veut dire que tu dissociais l'image, la représentation physique des gens, et tu les choisissais en fonction exclusive de leur voix. Non. Mais c'est juste que je pouvais pas prendre quelqu'un qui jouait bien, qui avait le physique et tout ça, mais qui avait pas la voix que j'avais en tête, quoi. Fallait vraiment que quand j'écris, j'ai quand même un truc sur des fois sur le physique je suis assez ouvert, mais sur qu'est-ce qu'il faut comme élocution, comme rythme de parole, comme timbre. Genre sur Bruno Redal, je voulais une voix aiguë, aussi simplement que ça, hein, mais il y a peu de gens qui ont une voix aiguë comme celle de Dimitri Doré qui joue le rôle principal. Donc quand je l'ai eu, le premier truc, j'ai pas eu de coup de foudre pour lui physiquement, mais pour sa voix tout de suite. Et c'est ça qui m'a fait dire on va faire quand même des essais de jeu, parce qu'il y avait eu ce coup de foudre pour la voix. Et dans Le Gouffre, par exemple, aussi, Zoé Kovec, qui joue le rôle principal, a une voix particulière, une élocution assez lente, un truc... Et je me rappelle la première fois que je l'ai rencontrée, mais bien avant le film, du coup, ça m'avait marqué aussi. Il y avait un truc, c'était une voix particulière. Moi, je sais que, par exemple, je pense que j'ai une voix assez banale, je sais pas, mais j'ai pas un timbre, un truc particulier. Et alors qu'il y a des gens, naturellement, Émilien Tessier, comme tu dis, il peut parler de ses chaussettes, de ses casseroles. Il a un truc de conteur aussi. Il y a un autre élément là, parce que qui m'intéressait, c'était tu as utilisé l'expression bien joué. Et en fait, j'ai l'impression que dans tes films qui sont ouvertement de fiction, la question du bien joué n'est pas ce qui me saute aux yeux. Non pas que les personnages jouent mal, en tout cas ils ont une diction juste, mais j'ai plutôt l'impression d'une direction contrainte. C'est-à-dire justement dominé par déplacement vis-à-vis d'une caméra. Donc dans Bruno Redal notamment, c'est très, très marquant. On voit bien qu'il y a des inclinaisons de tête du personnage qui ne rendent pas le même effet en fonction de ces centimètres de positionnement. Et ça donne un peu un effet quasiment bressonien, comme si on avait en fait des figures qui apparaissent à la caméra, et que ces figures, on projetterait des interprétations d'après le ton de la voix et d'après leur timbre en fait, et leur physique, leur plastique.
Alors, je vois ce que tu veux dire. Après, au tournage, je cadenasse assez peu les comédiens. Forcément, il n'y a pas de marque au sol, il n'y a pas de... Et j'ai plutôt tendance à adapter la caméra à comment ils se tiennent plutôt que l'inverse. Après, des fois, sur certains plans, bien sûr, s'il suffit que le comédien relève la tête de 2 cm pour qu'on n'ait pas tout à déplacer, on va le faire. Mais même si le cadre est des fois un peu, pas rigide, mais un peu implacable, sur le jeu, je suis pas très dans un truc bressonien. Parce que déjà, en fait, je prends aussi des gens un peu pour ce qu'ils sont et j'essaye de... Même quand ils jouent le rôle, par exemple Dimitri Doré qui joue Bruno Reda, très opposé, mais il y a un petit truc de lui qui est là quand même. Enfin, de toute façon, c'est son corps, c'est sa voix, il y a un truc. C'est pas tous des comédiens d'ailleurs dans tes films. C'est rarement des comédiens. Ouais. Et aussi, je les prends parce que déjà, c'est des gens que j'aime bien souvent et que je côtoie et que, genre dans le gouffre, personne n'avait vraiment joué dans un film avant. Et j'essayais aussi de les retrouver eux, quoi. C'est ça, c'est leur humanité, il y avait un truc, j'essayais pas de leur dire de faire un rôle de composition, en gros dans quand même des contraintes, parce que c'est des plans souvent fixes, sur pied, il n'y a pas un truc de caméra épaule où on va capter une sorte d'énergie de jeu, il y a un truc quand même beaucoup plus posé, mais j'essaie de les laisser un maximum être eux-mêmes, qui se sentent pas piégés en fait, quoi. Et certains, ils arrivent, certains un peu moins, quoi. Voilà, ça, c'est clair et net. Genre, je sais que sur certains films, je vois des gens, et quand je fais les répètes, c'est super, parce que souvent, les répètes, on les fait avec un petit téléphone, un petit appareil, et puis on les suit. Sur place au moment du tournage ? Non, en amont. Mais du coup, souvent, je suis seul avec la personne, et puis voilà, il y a un truc un peu plus léger, un peu plus spontané. Et c'est super, là je suis genre putain, j'ai trouvé l'acteur du siècle, quoi. Et on arrive sur le plateau avec un cadre un peu plus figé, avec toute la préparation et tout, et là il y a des gens qui s'y adaptent très bien, d'autres qui se bloquent un peu plus, ouais. Et je comprends, c'est intimidant, hein. Mais moi là je vous parle, vous êtes tous les trois c'est vrai. Donc ouais, j'imagine, jouer, moi je suis incapable de jouer, Moi, j'aimerais questionner un peu justement ton rôle au sein de Stank, et parce que dans DOS aussi la casquette de producteur, et tu fais aussi pas mal d'autres rôles aussi sur les films des autres. Et comment vous travaillez à Stank ? Parce que qui dit le rôle de producteur, ça veut dire peut-être aussi accompagnement artistique. Donc est-ce que vous relisez les projets des uns et des autres ? Est-ce que les autres relisent tes films, tes scénarios ? Comment ça se passe le travail en collectif ? On est quasiment nos premiers lecteurs respectifs, donc on passe beaucoup de temps à pardon, Pierre-Emmanuel qui... Bon, Pierre-Emmanuel Urquin est à côté, il fait une sieste. Il faisait semblant, juste pour décontenancer Vincent. Ça a l'air très actif. Et du coup, au sein de Stank, on lit énormément nos scénarios, nos dossiers, nos notes d'intention, c'est pas juste une lecture, un retour, et puis c'est tout, quoi. On en parle beaucoup. Et puis au-delà de ça, ensuite, on s'accompagne. Souvent, sur nos films, celui qui est porteur du projet produit son film, accompagné d'un autre. Okay. Ça change, il y a des topologies différentes, mais souvent c'est ça. Et ensuite, souvent, on laisse la main quand on est sur le tournage, quand on rentre un peu dans le dur de la prépa. Le réalisateur laisse un peu les questions de production, plus même administratives, financières et tout ça, gestion de l'équipe, du matériel, à quelqu'un d'autre. Mais ensuite, on accompagne quand même sur le tournage, où on est là, à la régie, en script, en assistant. On essaie de tourner à plusieurs postes différents aussi déjà pour sortir un peu de son piédestal des fois de réalisateur. Ça peut vite monter à la tête de se dire, il y a un truc démiurgique un peu étrange à faire un film où mes volontés font... Merde, comment on dit ? Bon, bref. Font loi, quoi. Et c'est bien Pierre-Emmanuel le fait, et Roy, on fait tout ça tu fais un film comme réalisateur, le film d'après, t'es régisseur, et puis... Et tu te rends compte aussi de... Qu'est-ce que chacune de tes décisions en tant que réalisateur implique pour le reste de l'équipe. Et des fois, il faut qu'on fasse gaffe parce que ça a tendance des fois à nous paralyser un peu quand on est réalisateur, à se dire « Ah non, mais là, je peux pas faire une heure sub, les gens vont gueuler. » Et en même temps, des fois aussi, le fait
de passer à d'autres postes, on se dit bon bah en fait ça va, c'est jouable. Je l'ai fait sur l'autre film cette fois-ci. Non mais on essaie malgré tout d'avoir cette conscience-là parce qu'on fait aussi des films où des fois on est tout seul au son, à la caméra, on se débrouille un peu seul. Donc là on fait ce qu'on veut. Dès que tu impliques des gens, quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes, bon bah t'essayes de penser quand même au collectif quoi. Et j'avais justement 2 autres questions. Il y en a une à laquelle tu as partiellement répondu. C'est donc vous travaillez en collectif, les uns les autres, vous travaillez sur les films des uns et des autres. Donc j'imagine qu'il y a une forme d'apprentissage aussi à observer les autres travailler et à déduire, notamment lorsqu'on est réalisateur et qu'on se met en tant que régisseur, se rendre compte de toute la chaîne de travail que nécessite la moindre petite décision sur le plateau. Donc ça, tu y as assez répondu. Mais la deuxième, c'est que c'est pas parce qu'on est un réalisateur qu'on est un bon assistant réalisateur ni un bon régisseur. Et là, du coup, je suis un peu, non pas sceptique, mais étonné, en tout cas, de ces choix, parce que, évidemment, vous êtes forcément des bons potes depuis le temps que vous travaillez ensemble, mais j'imagine que vous êtes quand même meilleur réalisateur que meilleur régisseur ou meilleur assistant. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça posait pas un peu problème, que ces choix de casting d'équipe technique? Après, on tourne à plusieurs postes, mais ça reste réduit quand même. Hein. On fait pas. Alors Louis fait de la déco des fois, mais on fait rarement quand même de la déco. On fait pas du son. On fait pas. Ça reste souvent restreint à script, régisseur et assistant réalisateur. Donc c'est quand même souvent restreint à ça. Et après, faut pas oublier quand même la post-prod aussi, le montage son. Il y a tout ça qu'on touche un peu aussi. Jusqu'à la création des DCP. En fait, quand je parle de faire un peu tout, c'est aussi de faire le dossier, faire le DCP et faire les sous-titres. Mais je sais, par exemple, moi, quand je suis script, je me rappelle, j'ai été script sur le dernier DC Franc et Race Campagne de Pierre-Emmanuel. Pour des gens de l'équipe, c'était un peu étrange d'avoir le producteur qui est en même temps script et qui ne sait pas faire un rapport de script, parce que en gros pour moi le travail de script c'est d'être à côté de PE, de lui dire est-ce que ça joue bien, est-ce que bon là il y a le temps de faire que 2 plans au lieu de 3, lequel on choisit, plus un accompagnement du réalisateur, mais sauf qu'il y a des gens de l'équipe qui me demandent c'était quoi la focale il y a 3 jours sur tel plan. Et là, je vous mets papier, brouillon, tu rougis et puis je rougis un peu. Donc, non, ça, c'était surtout sur le dernier DC Franc où vraiment les gens hallucinaient, parce que pour moi, script, c'était pas ça le travail. Le travail, c'était un travail artistique, d'être un deuxième regard pour le réalisateur sur qu'est-ce qui se joue, quoi. Et donc là, voilà, par exemple, sur Race Campagne, j'ai essayé d'être un peu plus pro. Mais non, en effet, on n'est pas... Moi, ma script sur Bruno Redal, elle est 1 milliard de fois plus forte que moi, c'est sûr. Mais en même temps, c'est aussi des fois on se dit bon, est-ce que je préfère bosser avec des amis, quitte à ce qu'ils aient des compétences moindres que d'autres, qu'avec des gens que je connais moins ou que je découvre et qui sont professionnellement plus forts, mais à qui il y aura moins ce petit truc intuitif aussi. Je propose qu'on écoute l'extrait musical que tu nous as envoyé. Vincent.
Donc on vient d'écouter un morceau de Glenn Branca, Lightfield. Un extrait du morceau. Un extrait, pardon. Il est hyper en colère là. 8 minutes et qu'on a dû couper. C'était trop trash. Et donc pourquoi ce morceau, Vincent ? Pour sa fin. Notamment pour sa montée finale, les 3 dernières minutes que vous n'avez pas entendues, donc je vous invite à les écouter, à écouter le morceau entier. Non, j'hésitais, c'est la première fois qu'on me demande de passer un morceau, et j'étais là, genre, est-ce que je mets quelqu'un de contemporain, de pas trop connu, une découverte récente. Et en fait, je me suis dit, je vais mettre juste le premier auquel j'ai pensé. Quand vous avez demandé un morceau, j'ai tout de suite pensé à celui-ci. Je trouve que, je sais pas, c'est un morceau, moi, c'est un des rares morceaux qui peut me faire danser. C'est un morceau que je trouve, je sais pas, un peu extatique comme ça. Il y a un truc très répétitif que j'aime bien, quoi, et qui prend son temps, quoi. C'est une transe. Et il y a un peu de la colère, et en même temps, il y a un peu de joie, il y a un peu de tout, je sais pas, c'est un morceau qui me met en joie, quoi. On n'a pas du tout parlé de la musique dans tes films, ni trop du son et tout ça, mais dans le choix de tes musiques, souvent il y a un truc assez comme ça, de trance, ou un peu en lien avec les éléments, il y a un truc... Ouais, c'est vrai, ouais. Mais après, je sais pas, ça dépend. Il y a des films aussi, je mets beaucoup de musique dans mes films, mais beaucoup de gens disent « Ah, il n'y a pas beaucoup de musique dans tes films ». Par exemple, dans Le Gouffre, je sais pas, c'est comme dans Bruno Redal, il y a entre 10 et 15 morceaux. Et les gens en retiennent que 2-3, donc souvent j'essaye un peu de de les mixer pas trop en avant, de les laisser un peu, les mélanger aux éléments, ou même que ce soit un peu, pas plaqué sur le film, mais qu'il y ait un truc qui semble un peu émerger du paysage, des personnages, il y a un truc comme ça qui semble... J'ai pas fait attention, mais tu les fais faire les musiques ou tu utilises des musiques non, j'arrive pas, préexistantes ? ça j'avais essayé 2 fois de travailler avec des compositeurs, et j'ai une sorte de... Peut-être ça viendra, hein, mais pour l'instant j'ai jamais trouvé le... Parce qu'en fait j'écoute énormément de musique, et souvent quand je commence à travailler sur mes films, j'ai déjà ma grosse playlist de 300 morceaux où je me dis ça pourrait le faire. Et quand je travaille avec un compositeur, pour l'instant j'arrive juste à lui dire fais-moi le plagiat de ça, quoi. Donc c'est pas satisfaisant ni pour lui ni pour moi, donc pour l'instant je prends que de la musique déjà composée. Okay. Oui, il y a une scène dans Le Gouffre que j'aime bien où c'est vers la fin où Céleste elle revient vers le gouffre et on entend en substance le son de la teuf au loin, et je trouve que ça accompagne bien en fait ce retour vers le gouffre, quoi. Là c'était bien ça. Ouais. C'était Manu le Malin, je crois. Non, taciturne en plus. Bref. Et donc l'idée aussi de cette émission, c'est que tu nous parles aussi d'un cinéaste que t'aimes bien. Et donc, tu as choisi de nous parler de Léo Richard. Donc, tu peux nous dire un peu qui c'est déjà ? Alors, je connais pas du tout Léo Richard, parce que pareil, voilà, vous demandiez de parler de quelqu'un. Et j'étais genre, à un moment, je me suis dit, je vais parler de quelqu'un qu'on produit à Stank. Je me suis dit, bon, ça va faire un peu trop entre soi. J'avais hésité avec Antoine Garec. J'ai hésité avec Antoine Garec, dont suradore le Gang des DS. Et après, je me suis dit, bon, peut-être que vous en avez déjà parlé, peut-être que quelqu'un d'autre en parlera, mais en tout cas, regardez le Gang des DS d'Antoine Garec, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Et en fait, je me suis dit, je vais parler de quelqu'un de pas très connu, de contemporain, dont tous les films se trouvent sur Internet. Je trouve comme ça, si vous écoutez cette émission, vous pourrez les regarder. Et qui fait des courts-métrages pauvres. Voilà, je me suis dit, c'est bien pour... Donc, Léo Richard... Qu'est-ce que tu entends par pauvre ? Ils ne sont pas subventionnés. Alors, les 3 films que j'ai vus de lui, je crois que c'est des films d'études. Donc, c'est là où c'est le paradoxe, vu que c'est la Fémis. Quelle est la pauvreté ? Mais si, parce que alors, Léo Richard est en option département montage à la Fémis, donc je sais, pour avoir fait la Fémis, que quand on fait des films en montage à la Fémis, on a vraiment peanuts comme budget. Et ça se voit dans ses films, il essaye pas de faire croire qu'il a plus de moyens qu'il n'en a. Et depuis la Fémis, je crois qu'il est sorti en 2018-2019, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais qu'il est monteur d'autres films, qu'il joue dans d'autres films, je crois qu'il est assistant réalisateur aussi. Déjà ça, je le connais vraiment pas, je l'ai jamais rencontré. Mais j'aime bien le fait qu'il... Je pensais que tu le connaissais comme il venait de la Fémis et tout ça, je me suis dit peut-être non, c'était un mais moi je suis promo. sorti il y a longtemps, hein, en 2010, donc lui il a dû rentrer en 2014 je crois. Okay. On s'est jamais croisés. Et en fait, il a fait 3 films qui, pour moi, peut-être qu'il continuera comme ça, mais forment une trilogie assez cohérente. Il y a Le Voleur de Lisbonne, ensuite Le Passant intégral, et ensuite Les idées s'améliorent. Et à chaque fois, alors Le Voleur de Lisbonne, c'est sur un jeune étudiant
qui se réveille chez lui, et puis il y a trois Portugais qui arrivent chez lui, une sorte d'enquêteur bizarre, et il y a un petit truc à la Kafka, le procès, quoi. Un gars qui est chez lui, trois personnes envahissent son espace et lui disent il y a quelques années vous avez perdu une caméra à Lisbonne, mais en fait il y a une sorte de serial voleur de caméras à Lisbonne et on enquête sur lui et peut-être que vous allez retrouver vos images parmi celles qu'on a retrouvées. Et voilà, c'est une sorte de huis clos dans cet appartement, une enquête autour de ces images mini DV. Le deuxième film, Le Passant intégral, une sorte de fausse interview d'un professionnel de la figuration qui est intégralement masqué tout le film, cagoulé, mais bizarrement cagoulé, et qui a une passion pour son métier, la figuration. Donc il fait pas juste ça pour cachetonner, mais il étudie chacun des gestes. Pour lui, il y a une différence entre jouer un aristocrate proustien que un manifestant à Gênes en 2011 ou un communard. Enfin, il étudie chaque geste et il a une vraie passion pour son métier. Et là, il est un peu en désarroi parce que les foules au cinéma sont remplacées par des foules numériques. Et il explique comment maintenant il collabore avec des gens qui travaillent sur les algorithmes, l'intelligence artificielle pour reproduire les gestes des foules. Donc ça, c'est Le Passant intégral. Et le troisième film, Les idées s'améliorent, c'est sur une sorte de... des jeunes là qui sont dans des sortes de caves. C'est un boulot où ils doivent regarder des courts extraits de films, de vidéos, des images assez variées. Et ils doivent trouver, et à chaque fois l'image se bloque sur un visage, et ils doivent trouver quel mot correspond, quelle expression correspond à ce visage. Et à un moment, la machine bug parce qu'ils tombent sur une sorte d'extrait de film expérimental bizarre, et ils sont incapables de déterminer quelle expression a le comédien. Et donc le personnage rentre un peu en quête pour essayer de savoir mais quelle est l'expression de cet homme. Et c'est des films un peu bricolés, un peu... pauvres mais même précaires. Enfin, il y a un truc, on filme des jeunes précaires de nos jours qui font des boulots précaires et c'est des films sans moyens, assez visuellement laids. Enfin, je veux dire, la lumière est pas du tout travaillée. Ils filment souvent dans des contre-jours avec des baies vitrées qui crament l'image. Enfin, ils cherchent pas du tout à faire du beau et je pense que d'ailleurs, il est pas idiot. Je pense que il sait très bien que ça participe de ces films. Si l'image était trop chiadée, ça marcherait pas. Et en fait, le truc, c'est que c'est des films donc, sur nos rapports à l'image, sur comment la caméra est devenue... comment les images, à un moment, les caméras, c'était un outil d'enregistrement, de captation de la singularité du monde, des gens, et c'est devenu un outil de surveillance, de contrôle, d'uniformisation. Et il y a un truc comme ça assez implacable, même politiquement, je trouve, sur le devenir des images et de la société. Et en même temps, c'est des films, moi je trouve, très ludiques. Il y a un truc presque à la Borges, quoi. C'est des films assez courts et fait avec vraiment très peu de moyens, mais qui ouvrent beaucoup de perspectives, je trouve, où le spectateur joue. Enfin, par exemple, dans le dernier film, Les idées s'améliorent, c'est même presque le futuroscope, quoi. Parce qu'on voit des écrans et nous-mêmes, on se met à se dire... tiens, quelle expression, quoi. On a un QCM, quoi. Il y a 5 expressions, on se dit, non, pour moi, ça... Il y a un truc comme ça. Ouais. Et dans tous les films... dans Le Passant intégral, il parle des foules... il parle de la foule, parce que quand t'es figurant, souvent, t'es figurant pour être dans une foule. Et à un moment, le personnage va vers la fenêtre, et là... Et par la fenêtre, on voit, je crois que c'est Barbès à Paris, et du coup on voit des gens dans la rue, et du coup moi je me mets à regarder les gens dans la rue, et il y a tout un rapport comme ça très très simple au cinéma, mais qui nous rend tout le temps actifs, moi je trouve, et surtout je trouve ça drôle, et en fait ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un cinéma que moi je serais incapable de faire. Pourquoi ? Parce que je crois que j'ai encore pas des blocages, mais une sorte de... Alors ce que tu disais Léo au début, de trucs d'esthète un peu, d'aimer le cinoche, quoi, les petits travelling, la musique qui va bien, la lumière, et je dis pas ça pour me flageller, mais alors que je pense que Léo Richard, je pense que Léo Dazin est peut-être là-dedans aussi, mais Léo Richard, et peut-être que ça viendra quand il aura des moyens, mais je sais même pas s'il en veut, je sais pas, mais dans un truc vraiment plus du cinéma comme... je pense que pour lui le cadre est plus important que la lumière, que le découpage est plus important que les mouvements de caméra,
Et il y a un truc aussi, c'est qu'il ne cherche pas l'émotion. Moi, dans mes films, je cherche l'émotion, ça c'est clair, ou la sensation. Lui, il est plus dans un truc cérébral, intellectuel. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un cinéma assez... pas intello, enfin justement, c'est un cinéma assez intelligent, qui nous prend pas pour des cons, mais qui nous prend pas pour des intellos non plus, qui ont fait Bac+7 et qui comprennent toutes les théories qu'avons lu cette philosophe et tout. C'est un cinéma assez ludique. Il y a plusieurs couches, quoi. Il y a des références, mais il y a aussi ce côté ludique. C'est ça. Et il les donne en plus dans ses films, souvent les références, mais voilà, si on les a lus, ça donne une couche de plus une grille de lecture supplémentaire. Si on les a pas, je pense que c'est un cinéma très accessible aussi, que j'aime bien. Pour ça, quoi. Et qui s'inscrit dans une histoire de je sais pas, moi c'est marrant parce que ça me fait penser au court-métrage de fin de carrière, fin de vie de Jean Eustache, notamment Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, que tu as dans ton salon, Léo. Oui, j'ai mis 9 mois à le construire. Oui, c'est un puzzle. Et dans les derniers films de Jean Eustache, il y a un truc comme ça, c'est des films très simples, des films d'appartement, qui dure entre 10 et 30 minutes. Il y a une sale histoire, il y a Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, il y a les photos d'Alix. Notamment, je pense à ces trois-là, où il y a vraiment un rapport sur quelqu'un qui raconte une histoire, ou bien on voit des images et comment analyser ces images, et ces images ne sont pas ce qu'elles paraissent. Et du coup, ce que je trouve fort chez Léo Richard, c'est qu'il arrive à créer des mythes, avec 3 fois rien, donc des durées très courtes. Et dans Le Voleur de Lisbonne, il crée le mythe de ce voleur portugais qui vole des caméras, on ne sait pas trop pourquoi. Dans Les Idées s'améliorent, il y a toute cette mythologie créée autour de cet acteur d'un vieux film d'avant-garde des années 80, et de ce film-là, qui serait une adaptation des Chants de Maldoror. Et voilà, moi je trouve qu'il arrive à créer des mythes comme ça avec 3 fois rien, ce que je trouve assez costaud quand même. Et même dans Le Passant intégral, alors là, ce serait sur... c'est peut-être tout con, mais l'acteur, il y a juste un acteur devant nous qui parle, et il est masqué tout du long, donc ça crée une sorte de hors-champ, de mystère, d'envie de dévoiler... Enfin, je sais pas, il y a du mystère, du mythe. Donc merci pour cette découverte. Donc vous pouvez voir ces 3 films que tu as cités sur internet. On mettra les liens sur les sites internet. Et cette émission va bientôt finir, mais peut-être une dernière question. Donc là, Bruno Redal, ton premier long métrage sort le 23 mars 2022 sur les écrans. Et tu as fini aussi La Marche de Paris à Brest, qui est un court métrage qui fait un peu le tour des festivals là. Non, il en a fait 3. C'est déjà bien. C'est le début de sa carrière. Non, c'est plutôt la fin de sa carrière. D'accord. Bon. Et qu'est-ce que tu as un peu dans les cartons là? Est-ce que tu as d'autres projets? C'est quoi tes projets Je me mets doucement à écrire 3 projets assez différents. Alors, non, il y en a 4. J'aimerais bien, parce qu'en fait, j'avais fait La Marche de Paris à Brest, et avant, j'avais fait La Terre, qui sont un peu 2 films expérimentaux. C'est simple, quoi. Dans le premier, je marche de Paris à Brest, je filme le trajet. Dans La Terre, je filme à une marée au cours d'une journée. Marée descendante et montante. Et là, j'aimerais bien filmer un arbre sur plusieurs années. Voilà, bon. Mais ce serait plus histoire aussi, parce que souvent quand on fait des films, on passe plus de temps devant son ordi que... Des fois, c'est bien juste d'avoir le geste. Donc là, j'aimerais bien juste tous les jours, toutes les semaines, sortir et filmer, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit truc annexe, un peu plus pour moi. Et sinon, non, je travaille sur 2 fictions et un documentaire. J'aimerais bien faire un documentaire, peut-être à voir, mais sur Saint-Grégoire, dont je suis originaire. Ah ouais, ok. Sur l'histoire de cette ville qui n'en a pas vraiment. Sur le fait qu'il y a 50 ans, c'était des champs, maintenant c'est des pavillons, des zones commerciales. Enfin voilà, il y a tout un truc qui... Donc à voir, mais j'aimerais bien peut-être travailler là-dessus. Et sinon, je travaille sur 2 fictions, une sorte de comédie contemporaine noire, une sorte de quête, d'enquête entre un père enquêteur et son fils qui partent traquer une sorte de mystérieuse secte dans le nord de la France. Mais plutôt sur le registre de la comédie. Et sinon, non, j'ai de nouveau l'adaptation d'un fait divers sordide qui a ensanglanté la France du 19e. Et ça serait plus
c'est plus compliqué, ce serait plus une fresque, mais presque à la Cimino, quoi. Enfin, avec des grosses scènes de foule, une durée assez longue, beaucoup de personnages. Donc voilà, je sais pas si je suis prêt à mener à bien, mais mener à terme, mais bon, voilà, c'est peut-être que ça, je sais pas. Dans 2-3 ans, peut-être qu'il y aura un de ces 4 projets ce sera peut-être juste l'arbre, quoi. Bon, voilà. Et donc, merci Vincent d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous 3. Et puis, donc vous pouvez retrouver notamment le gouffre et la terre sur Cube. Et Minotaur aussi, ton premier film qui est en accès libre sur Internet. Et puis Bruno Redal sur les écrans. Voilà. Le 23 mars, c'est bon, j'ai retenu là. Merci Léo, merci Antonin, et puis à bientôt. Merci Lumna. À bientôt. À bientôt. À bientôt.